Bienvenue dans cette vidéo spéciale. On embarque au pays des 1000 collines, le Rwanda. Ça se trouve juste ici, en Afrique. C'est un pays magnifique et pas plus grand que la Belgique. Mais c'est aussi un pays qui a une histoire terrible. Il y a 30 ans, la haine se répand à travers la population. Plus de 800 000 personnes sont tuées. On appelle ça le génocide des Tutsis. À l'époque, Donatil a 13 ans. Alors on lui a demandé de nous raconter ce qu'elle a vécu à cette période. Mais Donatil est aussi notre guide pour ce voyage extraordinaire. Un voyage pour aller de l'avant et se plonger dans ses racines. Avec elle, une vingtaine d'ados belges d'origine rwandaise partent à la découverte de leur pays de cœur. Je suis en train de préparer ma valise pour partir au Rwanda. 20 kilos H-3 avant Kigali. Je suis trop excité, trop impatient. J'ai hâte. On s'apprête à décoller. Ik heb ook veiligheidsgordel van te maken en aan te spannen. Nous approchons Kigali avant de commencer notre descente. On est bien arrivé à Kigali. Votre impression? Premier jour d'arrivée au Rwanda? Ça claque. À tout à l'heure. Le Rwanda, c'est très beau, mais c'est un peu compliqué. J'ai ici Rwanda, un peu embouteillage partout dans les coins de rue. Les paysages, ils sont beaux. Si par exemple, je regarde vers là, il y a beaucoup de montagnes. Là, c'est à pied avec 1000 collines. Du coup, il y a plein de beaux paysages avec des collines et tout ça. Il y a plein de petites montagnes, ou plus que plein. Sinon, j'aime bien aussi le lien que j'ai avec ma famille ici. Donc parfois, je retrouve des gens que j'ai pas vus depuis des années. Moi, ce que j'aime au Rwanda, c'est tous les gens joyeux. C'est toujours chaud et des fois il pleut, mais il se fait quand même chaud. Moi, mon pays, je dirais qu'il est chaleureux. Pour beaucoup de ces ados, ce n'est pas leur première fois au Rwanda. Une partie de leur famille habite ici. Mais cette fois, c'est un voyage différent. Ils sont là, entre potes, avec Donatil, qui les emmène à travers leur passé. On peut y aller, je crois. Ouais. Tous ensemble, ils vont découvrir la culture du pays où ont grandi leurs parents. Oh oui. Il y a des gens qui puent partout. Eh, ça m'en fout. Putain, mets-toi tes genoux. Je suis fauché, mais tu es jaloux. Mais attendez une minute, parce que là, il faut qu'on revienne un peu en arrière et qu'on change de pays. Car si Donatil est rwandaise, elle est aussi belge et vit à Liège avec son fils Nathan. Ce matin, ils partent à l'école Umucho, où Donatil enseigne le Kinyarwanda. On va à l'école de Kinyarwanda aujourd'hui. Il fait pas beau, mais on est motivé. On va apprendre la langue Kinyarwanda. C'est une langue qu'on parle au Rwanda. On l'apprend aux enfants qui sont nés ici. Et puis on va dire Abiwachu Muraho. C'est dans cette école que tous les jeunes belgo-rwandais qui nous accompagnent se sont rencontrés. 2 fois par mois, ils se retrouvent pour apprendre le Kinyarwanda. On peut répéter tous ensemble. À travers cette langue, ils vivent leur culture et se connectent à leurs racines rwandaises. En parlant, ils sont ici et ailleurs. Quand on vit ici, en tant que Rwandaise, c'est pas forcément évident de se sentir à sa place. On est liés, on a les mêmes intentions, on apprend la même chose, on parle du même sujet. Si on ne connaît pas déjà d'où on vient, moi je dis qu'on est personne. Du coup, pour moi, savoir ma culture et d'où je viens, c'est vraiment très important. Allez, c'est parti. Maintenant, on part au Rwanda. Mon papa, il est rwandais. Moi, ça me fait que je peux apprendre ma culture et sa culture. Je suis née en Belgique, mais je suis quand même rwandaise. Du coup, moi, je suis fier de dire que je suis rwandais. Même, je le crie sur les toits carrément. Kigali, capitale vibrante et verdoyante. Une plongée dans cette ville moderne. Bonjour. C'est ici que le voyage commence pour les ados. Je suis désolé, Donatil aime partager tout ça avec eux. Elle se replonge dans son adolescence. En 1994, juste avant le génocide, elle avait leur âge. Je suis une ado qui aime bien l'école, un peu rebelle quand même, qui n'est pas docile, qui vit sa vie comme une ado normale. J'ai 13 ans et demi en 94 quand l'horreur commence. En avril 1994, le président du Rwanda va mourir dans un attentat. Son avion s'écrase et directement, il va y avoir des massacres. Lui, c'est Bernard. Il est historien et vient d'écrire un livre sur le génocide au Rwanda.
Dans les jours qui suivent, tout le pays est concerné. Et alors, ce qu'il y a de très particulier au Rwanda, c'est que tous les habitants vont s'y mettre. Ils vont prendre des machettes, des armes, et les voisins vont commencer à tuer les voisins. C'est le début du génocide. Un génocide, c'est quand un groupe d'individus décide d'assassiner un autre groupe d'individus. De nouveaux massacres auraient eu lieu au Rwanda. L'armée rwandaise et surtout la garde présidentielle fait régner la terreur à Kigali. Les Hutus auraient repris la chasse aux Tutsis. Les militaires arrivaient à une heure fixe, chaque fois vers les 11 heures. Ils massacraient pendant à peu près 2 heures, et puis ils retournaient. Pour comprendre le génocide, il faut comprendre quelques événements qui se sont déroulés avant. Le Rwanda, il a été d'abord colonisé par des Allemands. Après la Première Guerre mondiale, la Belgique va prendre le relais. Donc le Rwanda devient une colonie belge. Une colonie, c'est un pays qui est sous la domination d'un autre pays. Les Belges vont commencer à imposer toute une série de règles. Et ils vont notamment diviser le pays. C'est-à-dire qu'au Rwanda, on trouve ce qu'on appelle des Tutsis, des Hutus et des Twa. Ils vont aussi les identifier, les catégoriser, alors que dans la réalité, c'est beaucoup plus compliqué au Rwanda, notamment avec des cartes d'identité qu'on introduit dans les années 30 et qui précisent bien qu'on est Hutu, Twa ou Tutsi. Ça va créer des problèmes et comme une boule de neige, ça va devenir de pire en pire. Donc en 94, le Rwanda, c'est un pays divisé. Deux communautés se font face. D'un côté, les Hutus, et de l'autre, les Tutsis. Le génocide commence à peine à Kigali et on parle déjà de milliers de morts chez les Tutsis. Donatil habite à 2 heures de la capitale. Elle est Tutsi et en quelques jours, la menace est aux portes de son village. Tout va très vite. Les gens qui habitent à Kigali sont déjà tués presque dans la même nuit. C'est une machine qui se met en route. Et commence alors l'exode des gens qui quittent Kigali à pied pour aller dans les villages, échapper au chaos qui se passait à Kigali. Et alors maman questionnait souvent les gens qui passaient en disant « Mais est-ce que ça va à Kigali ?» Ils disent « Non, 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 c'est le chaos. » Et surtout, aucun Tutsi n'y échappe. Et alors rapidement, quelque chose se détériore au village. Le président est mort. Tout de suite, les Tutsis sont désignés comme les ennemis. Et donc, on sent tout de suite qu'il ne faut pas faire des vagues. On arrive à un endroit où je suis née. Je suis née sur cette colline. Donatil y est née et elle y a aussi connu le danger. Sur ce chemin à travers les bananiers, elle se souvient de ses voisins armés de machettes. Pour elle et sa famille, plus le choix. Il faut partir le plus vite possible. Et donc ma mère nous réunit très vite en réunion de crise. Elle nous dit comme ça, il ne faut pas qu'on marche tous les 4 ensemble, parce que si on vient nous tuer, il faut que quelqu'un puisse s'y échapper. Elle a dit, toi, donc mon grand frère, tu prends le chemin dans la forêt en parallèle. Moi, tu fais comme tu veux, mais on ne prend pas le chemin classique. Elle, toute seule avec ma cousine qui avait, je dirais, 6-7 ans, je crois. Elle est montée avec elle dans la main. Moi, je ne pars pas, je ne sais pas l'expliquer. C'est l'adolescente rebelle qui n'a peut-être pas envie de suivre les ordres. Je me suis dit à l'intérieur, mais ma maman est devenue folle. Je vais me cacher ici et puis ils vont revenir et on n'en parlait plus. L'endroit exact où je me suis cachée, c'est ici. Donc je me cassais comme ça, j'avais 13 ans. Et quand je suis venue jusqu'ici, les enfants des voisins, je me souviens qu'il y en avait 2 filles de mon âge, étaient là au-dessus, ils me voyaient. Donc ce n'était pas vraiment une cachette. Je ne sais pas combien de temps je suis restée ici, à mon avis 1 heure ou 2. Et puis il pleuvait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et j'étais toute mouillée. Et là, je me suis dit, mais il pleut et en même temps, la nuit va tomber bientôt. Donc je me suis dit, je vais aller toquer chez mon voisin Tarsis. Avant le génocide, la maman de Donatil se méfiait de Tarsis. Elle l'a toujours mise en garde contre cet homme car il a fait de la prison. Et puis Donatil, elle est Tutsi, alors que lui, Tarsis, il est Hutu. Je me souviens que ma mère avait dit « Aïe, s'il arrivait quelque chose, maintenant c'est lui qui va nous tuer en premier ». Au fait, il se révèle que
c'est tout le contraire. Murao. Aujourd'hui, Donatil retrouve Tarsis, qu'elle n'a plus vu depuis longtemps. Il vit avec ses enfants et sa femme Consolée. Ils sont Hutus, mais ils ont fait le choix de protéger Donatil. Vous le voyez bien, c'est une petite maison de campagne africaine. Il n'y a pas grand-chose, hein. C'est la vie rudimentaire. Donc moi, c'était dans cette petite maison-là avec 2 chambres, vraiment rien du tout. Warufite minyana hano, ndabyibuka muri 94 hari minyana y'ikimasa yari kukiri ntoya. Il y avait un petit veau qui vivait de ce côté-là. Et alors leur chambre à l'époque était ici. Donc là, c'était vraiment une petite chambre de rien du tout. Et donc, dans cette chambre, j'avais la consigne que je ne devais pas la quitter sous aucun prétexte, parce que c'était très dangereux. D'ici, j'entendais ce que les gens faisaient chez nous. Et une fois, je suis partie derrière faire pipi à l'extérieur. Et en revenant, je me suis dit, je vais ouvrir cette fenêtre. Donc, elle était fermée d'habitude. Hein. Et je regarde, je vois que ma maison, il n'y a plus de toit. Et quand Consolée rentrait du champ, je lui ai dit, mais on n'a plus de maison. Alors il me dit, mais comment tu l'as vu? Je lui dis, mais j'ai regardé, je suis allée faire pipi à l'extérieur. Elle m'a engueulée et elle m'a dit, non, tu ne dois plus sortir du tout. Elle m'a apporté comme une sorte de seau pour faire mes besoins dedans. Mais j'étais ici. Les Hutus du village ont bien vu que la maman de Donatil partait sans sa fille. Alors où s'est caché Donatil? Il fallait la trouver. Ils soupçonnent Tarsis de la cacher. Mais la chance de Donatil, c'est que Tarsis est un mystère dans le village. Son passé de prisonnier fait peur à tout le monde. Et ça, le fait qu'il soit en prison longtemps, ça m'a sauvée, puisque les gens avaient peur de lui, les gens ne le connaissaient pas. Ils suspectaient que je sois dans la maison. Ils sont venus et il leur a dit, vous me suspectez, ça ne me plaît pas du tout, parce que moi, je n'aime pas qu'on me suspecte. Donc, si vous voulez, je vais vous laisser fouiller ma maison, mais à condition de désigner quelqu'un de vous que je dois aussi massacrer si vous ne trouvez personne. Les gens du village ont eu peur, ils sont partis. Quelques jours plus tard, les gens des autres villages plus loin, ils sont venus, ils n'ont pas demandé, ils ont saccagé sa maison, ils sont rentrés. Je n'étais plus là. C'est grâce à eux si je suis encore en vie. Nico, arriva la silimura muzeje. Être en vie, aller de l'avant. Aujourd'hui, certains de leurs parents survivants du génocide ont pu se reconstruire petit à petit. Ces ados, eux, n'ont pas vécu ces événements tragiques. Pourtant, le passé de leur père et de leur mère leur appartient aussi, comme un héritage douloureux. Ce matin, l'ambiance est pesante dans le car. Ils ont rendez-vous dans un lieu chargé d'histoire, le mémorial du génocide. Ce lieu de mémoire retrace les horreurs du génocide et offre aux familles des victimes un lieu de recueillement. Je connais un peu l'histoire, pas tout, mais je connais la plupart. Mon père, il avait mon âge quand il a vécu le génocide. Ça leur a fait des traumatismes à leur âge. C'est troublant pour eux. C'est important pour moi de savoir ce que mon père a vécu. C'est pour savoir qu'est-ce qu'il a eu pendant son enfance, que moi j'ai pas eu. C'était une ambiance assez pesante quand même. C'est forcément bouleversant d'entendre tous ces témoignages, de lire tous ces témoignages. Et j'ai un peu grandi avec ce drame parce que finalement, on m'en a parlé toute ma vie. C'est un sujet tabou dans le sens où le témoignage de ma mère, je ne l'ai pas directement parce que c'est vraiment quelque chose qui la touche encore à l'heure actuelle, forcément. Maintenant, elle est très ouverte sur le sujet, je suis beaucoup renseignée sur ce qui s'est passé. Je ne sais pas directement ce que ma mère a vécu, mais en tout cas,
Je suis au courant des drames qui ont eu lieu. Personne n'est préparé à vivre ce genre de choses. Peu importe l'âge, qui était 7 ans, 8 ans. Je suis fier de mes parents parce que moi j'aime bien en parler parce que je vois comment ils étaient avant et j'adore l'évolution. C'est même un mot très joli parce que avant ils étaient dans la galère, dans la misère, en train de voir des trucs atroces à leur jeune âge. Il y avait beaucoup de sang partout. Ils voyaient ça avec ses yeux terrifiés et pleurer tous les jours. Moi, je suis une belle adolescente, j'ai pas de problème. Et quand on me raconte ça, ça me donne envie d'en savoir plus. Pour toi, c'est des super-héros. Ils ont vu des trucs atroces, ils sont là devant toi en train de t'expliquer ce qu'ils ont vécu. T'es émerveillé. Life is good though. I want y'all to see that life is great. Your life is great too. Le voyage continue pour les ados. Have some fun. En attendant, nous rencontrons Olivier. Il est professeur en psychologie sociale. Avec lui, on aimerait comprendre comment des gens en viennent à se détester jusqu'à s'entretuer. La base de génocide, notamment, ça part d'un processus psychologique, d'un mécanisme psychologique qui est de couper les groupes en deux. De se dire, voilà, il y a des gens qui sont comme ça, des gens qui sont comme ça, et ce sont des groupes totalement différents. Ce qu'on a beaucoup vu au Rwanda, mais qu'on trouve aussi dans d'autres cas de génocide, c'est ce qu'on appelle la déshumanisation. C'est décrire des Tutsis comme n'étant pas véritablement des êtres humains, mais comme étant, par exemple, des serpents, des cancrelats. Quand on les perçoit comme ça, eh bien, ça devient beaucoup plus facile de leur faire du tort. Par exemple, si vous voyez des êtres humains comme des cafards, ben vous aurez peut-être moins de difficultés à les tuer. À tous les individus qui nous écoutent, le Rwanda appartient à ceux qui le défendent vraiment. La haine s'est aussi répandue sur les ondes. Pendant des semaines, la radio des Mille Collines a diffusé des messages de haine sur les Tutsis. La radio des Mille Collines, elle prend une place vraiment très importante dans la société rwandaise. À l'époque, il n'y a pas de TikTok, il n'y a pas d'Instagram, il n'y a pas de réseaux sociaux, il n'y a pas d'Internet tout court, il n'y a même pas de télévision. Donc les gens écoutent la radio du matin au soir parce qu'il y a des animateurs sympas, il y a la musique qu'ils aiment bien. Pendant le génocide, ils vont non seulement mettre de la musique qui plaît à tout le monde, mais en plus ils vont dire « Hé, attendez, à telle adresse, il y a des Tutsis qui se cachent, il faut vite aller faire le travail, allez, on y va. » Et tous les jours comme ça, ils vont encourager des massacres à gauche et à droite. Et vous, les Indiens, vous n'êtes pas des Rwandais. Revenons à l'histoire de Donatille. Elle échappe à une mort certaine en se cachant chez son voisin Tarsis. Mais l'histoire ne s'arrête pas là pour elle. La menace est partout, dans tout le pays. Et Donatille doit rejoindre sa famille dans un camp. Tarsis l'y emmène à vélo et sur la route, ils font face à de nouveaux dangers. Alors pour tenter d'y échapper, Donatille se fait passer pour Judith, la fille de Tarsis. On voyait de loin dans les villages les maisons brûlées. On entendait les gens qui faisaient les bruits, on entendait les chiens qui pleuraient, c'était horrible. Donc mon voisin autour de Tarsis décide de m'amener, mais sur le chemin, les villageois lui disent qu'il y a au moins 3 barrières. Une barrière, c'est quoi? C'est un lieu où on va contrôler la carte d'identité. Si tu es Tutsi, tu ne passes pas, on te tue sur place. On arrive à cette première barrière où il y avait des militaires. Et le militaire vient vers nous deux et puis il demande à Tarsis, vous allez où, la carte d'identité? Et elle, Tarsis répond, c'est ma fille Judith, n'a pas encore l'âge de carte d'identité. Et il nous dit tout de suite de passer. On a pris le chemin qui descend, mais on a dû stopper le vélo, puisqu'il y avait de nouveau une deuxième barrière. Cette barrière était très dangereuse. Et là, ils ne nous ont pas laissé partir. On a passé beaucoup de temps à discuter avec eux. Ils questionnent beaucoup sur moi. Ils disent, vous allez où? Il répond, on va au marché. Vous êtes sûr que vous allez au marché, que c'est elle, ta fille? Et donc ils viennent, ils disent, ta maman, elle est où? Je dis comment elle s'appelle. Vous allez où? On va au marché. Vous êtes sûr que cette fille n'est pas Tutsi? Il dit non, 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 voici, c'est ma carte d'identité. Sa mère est Tutsi, qui questionnait. Il a dit non, 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 non. Et moi aussi, j'ai dû nier que je n'étais pas Tutsi, qu'on allait juste au marché.
Ils finissent par nous laisser passer. Et c'est là où il me le dit aujourd'hui, il m'a remercié, il m'a dit, là, le fait que tu n'aies pas peur, tu nous as sauvés tous les deux, sinon ils pouvaient nous tuer. Et c'est vrai, je n'avais pas peur à ce moment-là. Je ne peux pas l'expliquer, mais je n'ai pas eu peur. Du haut de ses 13 ans, Donatil n'a pas eu peur. Ou était-ce du courage? Sans doute un peu les deux, car la violence était partout autour d'elle. Plus de 800 000 personnes sont tuées en à peine 100 jours. Et là encore, on se demande, mais comment des humains peuvent-ils en arriver à une telle violence? Lorsqu'on voit des gens qui ont été auteurs de massacres ou de violences importantes, souvent on se dit que ce sont des gens profondément méchants. Et souvent, la réalité, elle n'est pas aussi simple. Souvent, ces gens, ils ont l'impression, ou en tout cas ils arrivent à se convaincre que ce qu'ils ont fait, c'était pour le bien de leur communauté, voire même de l'humanité. Et c'est pas tellement étonnant, parce qu'ils ont été généralement environnés de propagande, de discours qui présentent le groupe victime comme étant une menace profonde pour leur communauté. Si par exemple on perçoit un groupe comme profondément immoral ou comme transmettant des maladies, c'est aussi quelque chose qu'on a déjà entendu, ben finalement en faisant du tort, en l'excluant ou en l'éliminant, on aurait le sentiment de se débarrasser d'une menace qui pèse sur notre communauté. Après le passage de plusieurs contrôles dangereux, Donatil retrouve enfin sa famille à Cap Gaï. C'est là qu'elle nous emmène dans une école qui a servi de camp de réfugiés en 1994. Elle se souvient y avoir vu son frère amaigri, des familles mourir de faim et la cruauté des hommes, encore. C'est une cour pour moi qui est très triste. On est plus ou moins 80 personnes. Il y a les gens qui font la diarrhée partout à gauche, à droite. Alors on a le choléra, la dysenterie, toutes ces maladies infectieuses. Les gens s'assoient ici au soleil, enlèvent leurs seuls vêtements qu'ils ont depuis des mois et des mois et commencent à tuer les poux. Alors, tu vois les poux par milliers qui quittent leurs vêtements. On entrait, on sortait par ici. Moi, je l'appelle le couloir de la mort parce que j'ai vu les gens mourir de faim là-bas. On les voyait le matin essayer de se lever, mais ils n'avaient tellement plus de force. Alors, à 10 heures, ils étaient assommés par la chaleur, ils tombaient et on se disait ils sont morts. Le lendemain matin, pareil, la même scène, jusqu'à ce qu'ils meurent. C'est l'image dure qui ne me quitte plus. 30 ans après, quand je passe ici, j'ai encore... C'est très dur. À ce moment-là, ce que Donatil ne sait pas, c'est qu'une armée parcourt le Rwanda pour mettre fin au massacre des Tutsis. Cette armée arrive dans le camp de Cap Gaï, là où se trouve Donatil. Je vais vous raconter le jour où on a été libérés. Donc ils sont là, on est encerclés et on se dit c'est fini. Ils vont envoyer des grenades ou des bombes. Et vers 11h30, on entend déjà les bombardements. Ce sont des soldats qui progressaient pour un peu libérer au fait le camp de Cap Gaï. Et puis vers 11h30 midi, on voit les soldats, tous maigrichons, qui avancent ici et qui disent à tout le monde « Vous n'allez plus mourir, vous êtes libres, vous êtes en vie. » C'est la fin de l'horreur, le soulagement. Et pour revivre tous ensemble, il faut parvenir à se réunir. Au Rwanda, depuis la fin du génocide, on ne parle plus de Hutus, on ne parle plus de Tutsis. Ils sont tous Rwandais. Une des meilleures façons de diminuer la xénophobie, le racisme et tous les sentiments négatifs qu'on peut avoir à l'égard d'autres groupes, c'est le contact. C'est être en contact avec l'autre groupe pour pouvoir l'écouter, le rencontrer. Si par exemple on dit du mal de tel groupe de personnes issues de l'immigration et qu'il y a des personnes provenant de ce groupe dans votre classe, et ça va nous permettre de voir que dans la plupart des cas, même si on a certaines différences avec ces gens, peut-être par exemple des différences de religion ou de culture, mais il y a plein d'autres caractéristiques qu'on a en commun, voir en fait tout ce qu'on partage peut-être en commun avec ces personnes avant de regarder les différences. C'est important de témoigner parce qu'un génocide, c'est un crime contre l'humanité.
C'est un crime qui ne doit pas s'effacer. C'est un crime où on doit raconter. C'est très important de raconter. Non seulement moi, je ressens le devoir de raconter pour dire à mes enfants, maintenant je suis maman de 2 enfants, si on ne dit rien, le monde ne saura pas ce qu'on a vécu. C'est très important d'abord pour nous, pour le devoir de mémoire, mais aussi pour l'humanité, pour que ces choses abominables n'arrivent plus. Ces ados, nos compagnons de route, savent ce qui s'est passé. Ils gardent cela dans un coin de leur valise, mais tracent leur chemin à eux. Et pour certains, peut-être que ce voyage leur aura permis d'avancer, de se retrouver. Je pense que c'est important de se renseigner sur le sujet, d'être ouvert, de ne pas juste se dire « Ah, c'est un génocide qui a été, qui s'est passé il y a X années, etc. » C'était triste de voir l'histoire du Rwanda avant. Je m'y connais mieux maintenant, je comprends maintenant pourquoi avant mes parents avaient du mal à m'expliquer et pourquoi ils m'ont amené ici. Ils ont voulu m'expliquer comment ils vivaient avant et comment ils ont réussi à aller loin dans la vie. Mon voisin que je croyais méchant s'est révélé un ange pour moi. Il ne faut pas mettre les étiquettes sur les personnes, dire c'est des méchants, c'est des gentils. Apprendre à les connaître et découvrir ce que les personnes sont à l'intérieur. Ce qu'on vient de vous raconter peut vous paraître très loin de nous. Loin, car ça s'est passé il y a longtemps, il y a 30 ans, et loin car ça s'est passé en Afrique, à des milliers de kilomètres de nous. Mais quand on y réfléchit bien, ne pas être d'accord, se bagarrer, rejeter l'autre, en venir à la haine, ça n'arrive jamais chez nous? Dans la cour ou derrière les écrans? Bah oui, ça vous parle, hein? Oui, la haine est parfois beaucoup plus proche qu'on le pense. Alors elle s'empare de nous ou de nos copains, et on fait des clans, et on se met d'accord pour rejeter l'autre. Alors au lieu de chercher nos différences, pourquoi ne pas trouver ce qui nous rassemble?